Je partirai de la fin de l'épisode, du moment où l'image du corps d'Estiqueux est relayée par les mots qui en avaient construit le corps littéraire. L'écrivain, en effet, construisait la figure de l'idiote, on peut dire à deux niveaux. L'idiote, c'est d'abord, bien sûr, la demeurée, quoi, celle qui se raconte des histoires et se laisse prendre aux histoires les plus invraisemblables. Mais deuxièmement, l'idiote, c'était ça, on peut appeler l'idiotie empirique, mais deuxièmement, il y avait un deuxième niveau, ce qu'on pourrait appeler l'idiotie transcendantale, à savoir que l'idiotie, c'est le fait de croire qu'on a compris, que les choses ont un sens, qu'elles s'enchaînent. Et dans le roman, au fond, dans le roman de Krasna-Orkai, la marche à la mort d'Estiqueux, c'était comme le progrès finalement de cette espèce d'évolution, pourrait-on dire, disons de l'idiotie empirique qui croit au pays de Cocagne, à l'idiotie transcendantale, pourrait-on dire, qui croit que les choses ont un sens, que tout ça s'enchaîne, tout ça fait une histoire. Ce qui fait qu'en fait, ces phrases que le film met à la fin de l'épisode, elles se distribuaient en fait tout au long de la marche d'Estiqueux. Parce que bien sûr, pour un romancier, une longue marche en ligne droite dans un paysage tout plat dans la boue, il n'y a pas grand-chose à en dire. Or, bien sûr, le cinéma, disons le cinéma tel que Bellatar le construit, c'est tout justement l'inverse. La caméra, c'est un œil en mouvement. Et cet œil en mouvement ne peut pas justement franchir la barrière que lui offre la surface des corps. Ce qu'il y a dans leur tête, il n'en sait rien, et il n'a pas à l'inventer. Le cinéma, c'est maintenant un art de la surface des corps et de leurs déplacements. Ce qu'ils ressentent est tout entier, en quelque sorte, dans le rapport entre la surface imperméable de leur corps et la ligne que ce corps trace dans l'espace. Donc, Bellatar rejette les paroles à la fin, quand Estiqueux a fini sa course, et le cinéaste, son travail propre, qui est de construire justement autrement la figure de l'idiote. On peut dire qu'il l'a construit comme, au fond, l'identité de deux mouvements opposés. D'un côté, le corps entièrement, on peut dire, pénétré par l'extérieur, bon, la boue, le vent, la misère, la répétition, le vide, la promesse toujours déçue. Mais de l'autre, c'est le corps qui se soustrait justement à tout cela, qui devient simplement l'instrument d'une pensée qui va en ligne droite. Il y a deux plans, en fait, il y a deux plans de marche. Le plan précédent, c'était un plan de marche dans la nuit. Il y avait juste le visage émergeant du noir et comme propulsé justement en avant par le regard où se concentrait sa détermination. Et puis il y avait le bruit des pieds qui marchaient au pas cadencé. Ici, bon, la marche, encore une fois, est une marche, on peut dire, sans pieds, où les pieds ne sont que du son. Les pieds ne sont que du son et ce qui importe, c'est la posture du corps. Bon, ici, disons, il n'y a plus ce regard comme ça qui porte le corps en avant. Au contraire, on peut dire qu'on a un corps qui est comme lavé par la pluie, disons exténué par la marche, et avec un regard éteint qui ne concentre plus rien. Mais l'énergie du même coup semble passer dans l'obstination d'un corps sans centre. Et ce corps est comme, au fond, le résumé. D'un côté, c'est le résumé d'une condition et d'un destin, quoi. Et ça, c'est marqué par l'accumulation invraisemblable, si vous voulez, de couches sur son corps, quoi. Bon, la robe sur le pantalon, sur la robe, le cardigan trop long, qui manifestement est celui de sa mère, sur le cardigan, le rideau de cuisine dont elle s'est fait un châle. Donc cette espèce d'empilement qui est à la fois l'effet du froid finalement et de la vaine tentative pour y résister, de la misère et de la vaine tentative pour y mettre du luxe. Et à cela s'ajoute sous son bras ce chat mort, ce chat qu'elle a martyrisé et empoisonné à la mort au rat, pour appliquer à sa manière la théorie des gagneurs sur le seul être qu'elle avait sous la main pour l'appliquer. Donc, et ici le chat c'est d'un côté comme une espèce d'accessoire un peu dérisoire, et de l'autre le témoignage d'une solidarité, d'une espèce, comme pourrait-on dire, comme de force commune des opprimés, quoi. Donc, le corps de l'idiote, en un sens, c'est un corps façonné par un environnement inerte de grisaille et de misère, mais disons, d'un autre côté, cette marche qui semble devenue automatique à l'aveugle transforme le principe d'inertie en principe de mouvement. Un mouvement automatique, mais pas automatique au sens justement de ce sur quoi on ne peut rien, mais au sens d'expression d'une force qui lui est propre, qui sans cesse relance ce corps, ce qui fait que le corps a l'air de s'affaisser constamment, et tout se passe comme si constamment, disons, elle relançait ce corps en marche qui est en train de s'affaisser, jusqu'à ces plans extraordinaires, on la voit finalement comme scruter un petit peu le lieu pour choisir en quelque sorte l'endroit où elle pourra, disons, monter, disons ça, la mise en scène de son suicide. Donc l'idiotie, on peut dire, c'est vraiment là, ça devient une puissance de redressement du mouvement, qui redresse son sens, sa direction, sa signification.
Une idiotie qui est, si on veut, une vertu éthique, mais qui est construite visuellement, plastiquement. Et cette énergie qui va se communiquer à la suite, disons, cette espèce d'énergie de la ligne droite, qui corrige de l'intérieur le mouvement circulaire de la manipulation. Et donc ça va, disons, comme propulser la dynamique du film. D'une certaine façon, justement, la manipulation est comme scindée de l'intérieur par ce mouvement, quoi. Et bon, par la suite, donc, l'escroc Irimias, qui va utiliser la mort d'Estiqueux pour prendre l'argent des paysans, sera en même temps, en un sens, comme l'agent transmetteur de ce mouvement. Transmission de ce mouvement qui a cassé justement, c'est le mouvement par lequel tous ces paysans tournaient en rond justement dans le cercle un petit peu des affects misérables définis par le partage du butin, les vapeurs de l'alcool et le désir de la femme du voisin. Et bon, si on avait le temps, il faudrait, je m'en le montrais sur la façon dont le discours, bon, le discours de l'escroc, donc Irimias est construit, donc discours de culpabilité, disant mais voilà ce qui arrive, voilà ce qui est arrivé, comment est-ce qu'on peut vivre dans un monde comme ça, il faut changer tout ça, bien sûr, enfin, refrain par ailleurs connu, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le roman, justement, c'est construit comme une mise en scène de manipulation, c'est-à-dire qu'on voit disons, le romancier nous décrit, disons, l'orateur toujours en train, justement, de surveiller son auditoire, l'auditoire qui se chauffe, et bien sûr, disons, du même coup, l'orateur qui se chauffe. Donc, or, dans le film, c'est complètement différent. Le discours d'Irimias est sans contre-champ, donc, et ce discours devient comme une espèce de rêverie intérieure, comme si finalement c'était comme un bloc de paroles qui est déterminé non plus par l'effet à produire, mais par la résonance de l'événement. Donc un bloc de paroles où vient se condenser l'effet donc de l'événement, de ce qu'on vient de voir, pour se transformer en principe de mobilisation des corps, quoi. Et ce qui donne une vraie grandeur au geste qui termine cet épisode, à la fin duquel tous les assistants viennent silencieusement mettre tour à tour, disons, leur liasse de billets au pied du corps de la petite fille allongée sur le billard. Donc la manipulation devient une mobilisation effective des esprits et des corps. Ils cessent de tourner en rond. Bon, ils brûlent leur vaisseau, en l'occurrence, bon, ils cassent leurs meubles, pour s'en aller vers cette communauté idéale qui n'existe que sous la forme d'une grande bâtisse délabrée et ouverte à tous les vents. Et je voudrais que nous regardions 2 extraits de leur arrivée et installation dans ce lieu. Donc on verra, je crois, en deux moments, parce que l'épisode est trop long, j'ai donc dû le couper. Je voudrais donc qu'on voit, disons, qu'on voit le premier, donc le troisième extrait. Bon, qu'est-ce qui est extraordinaire ici, qu'est-ce que expriment ces plans de l'arrivée dans cette communauté modèle dont on voit en quoi elle consiste. Bon, c'est pas le sentiment qu'ils ont été refaits, ça viendra demain, quoi. C'est plutôt une puissance incroyable de confrontation avec le nouveau, avec un espace qui n'est plus celui où ils tournaient, qui n'est plus l'espace façonné par leur habitude et leur fatigue. Autrement dit, un espace où ils ne sont plus face à ce qu'ils connaissent trop bien, la pluie, la boue, la répétition, mais face à la nuit, au vide, à l'inconnu. Je crois que cette rencontre qui donne sa force à cet épisode, quoi. L'épisode de la découverte du lieu dont on voit qu'il se divise lui-même en deux, enfin en tout cas dans disons les courts extraits que j'ai sélectionnés. Bon, ce qui nous montre aussi au passage que Bellatar n'est pas simplement quelqu'un qui fait des longs plans séquences de 8 minutes, qu'il est capable justement de varier justement le langage cinématographique, et ici avec cette espèce de couture, entre deux façons de traiter l'épisode, quoi. Premièrement, un épisode narratif classique, l'arrivée du personnage qui explore le lieu inconnu avec sa lanterne. Et puis, transition brusque, un plan qui n'est pas coordonné au précédent, qui n'est pas situé. Le lieu n'est plus que le fond noir d'où émergent ces visages qui défilent un peu comme sur une bande, quoi. Et qui vont composer un affect qui, là encore, est un affect sans nom, quoi. Et cela est souligné par cette musique elle-même difficile à identifier, cette espèce de phrase un peu distendue, de sonorité un peu étrange, dont on ne sait pas si c'est produit par un instrument ou par un synthétiseur. Et donc, comme un affect sans nom ni propriétaire, quoi. On ne peut pas dire donc
Nous voyons leur réaction, nous savons ce qu'ils pensent. Non, nous les voyons voyants, cette fois nous les voyons justement de face. Ils regardent, les yeux légèrement levés, comme s'ils essayaient de mesurer à la fois le lieu et ce qui leur arrive, quoi. Et ils passent dans notre regard comme pour voir s'ils sont à la hauteur de cet inconnu qui leur tombe dessus et qui n'arrivent pas à mesurer. Cette confrontation avec l'inconnu, ils ne nous disent pas comment ils la ressentent, nous en voyons seulement l'effet dans la suite, ils s'installent pour la nuit. Autrement dit, cet espace vide, délabré, ils le saisissent comme un espace qu'ils ont à peupler eux-mêmes, par leurs gestes et par leurs pensées. Et c'est ce que va nous montrer peut-être le 4e épisode, dès qu'on pourra le voir. C'est bon? Parfait, merci. Bon, si j'ai retenu cet épisode, c'est pas simplement par, disons, les paroles positives que, disons, que dans ces personnages, comme on parlait dans le temps des héros positifs, mais c'est pour ce saut dans l'inconnu que traduit le mouvement de caméra qui justement emporte ces paroles en droite ligne, vers le dehors, vers la balustrade effondrée sur laquelle se tient l'oiseau de nuit. L'oiseau de nuit, on peut le penser comme étant simplement le destin, d'une certaine façon, que l'occupant en quelque sorte, l'occupant normal, disons habituellement solitaire de ce lieu comme ça, ainsi envahi à l'improviste, mais aussi en même temps il devient le destinataire de fait du mouvement qui emporte leurs paroles. Donc d'un côté il est là comme élément de la situation, mais aussi il occupe une position qui est souvent celle de l'animal chez Bellatar. Il y a beaucoup d'animaux chez Bellatar. Je dirais, il y a la position du juge. Au fond, dans cette espèce de confrontation, pourrait-on dire, des humains un petit peu à leur limite, quoi, l'animal est le vivant qui juge ce que font les humains. Bon, on peut penser justement aux chiens dans Damnation, on peut penser au chat que martyrise Estique dans le tango de Satan, on peut penser bien sûr au cheval de Turin. Et ici, d'une certaine façon, l'oiseau de nuit, c'est le relais par lequel se passe ce mouvement en avant, cette fuite dans l'inconnu, qui va se poursuivre à travers les péripéties du lendemain, puisque le lendemain, on les verra, disons, déclarer qu'ils ont été floués, puis on verra Irémias qui revient, qui leur explique pas du tout, mais seulement il y a un petit retard dans la mise en œuvre du plan de communauté modèle, etc. Bon, donc il faut attendre un petit peu, et bon, disons, donc, il va les emmener en camion jusqu'à une gare, où il va les disperser un petit peu comme on en voit des apôtres dans le monde, quoi. Donc c'était une réunion incroyable où ils sont dans la gare, il dit toi tu vas aller là, etc. Vous allez là, etc. Ils disent bien, et même, disons, il y a donc, disons, cette même femme qu'on a vue avec sa lanterne au début de séquence qui va lui dire on vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour nous, quoi. Alors on peut dire, bon, c'est vraiment, encore une fois, c'est vraiment idiote, c'est vraiment l'ironie totale, mais justement, il y a une force d'élocution, disons, dans cette reconnaissance, qui justement absorbe en quelque sorte ce qui pourrait être simplement de l'ironie, quoi. D'une certaine façon, cette espèce de dispersion des villageois transformés en apôtres, disons, d'une idée qui n'est rien, quoi. En même temps, c'est comme une autre fin, comme une prolongation de ce mouvement qui a été le mouvement du film. Donc d'un côté, bon, le film va revenir au point de départ, comme dans le roman, c'est-à-dire que comme dans le film, comme dans le roman, on revient au village que tout le monde a abandonné et que vient retrouver, disons, un personnage, un docteur qui pendant ce temps-là était à l'hôpital, donc qui n'a rien suivi, et qui revient à la fin, se barricade dans sa maison et se met à écrire les mots qui sont les premiers mots du livre. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est la façon dont cette espèce d'écart intérieur vient justement dédoubler en quelque sorte, faire qu'il y a deux fins, quoi. Il y a la fin du mouvement circulaire et puis il y a ce mouvement qui continue en ligne droite, quoi. Ça, je crois que c'est vraiment le cœur de la poétique de Bellatar, que cette ouverture d'un cercle apparemment fermé, quoi. Il y a une structure narrative où tout tourne en rond, on revient au point de départ, mais au sein de ce scénario narratif, il y a un scénario visuel qui vient briser le cercle, qui va y tracer des droites. Ces droites, généralement, ne vont nulle part,
Ça veut dire aussi qu'au sein d'un ordre apparemment sans recours, il y a comme des forces de résistance qui sont là et qui en un sens ont le dernier mot, quoi. Dans d'autres films, on pensait dans L'Homme de Londres, justement, qui est aussi une histoire, on peut dire, il y a l'histoire de la valise que le héros a subtilisée et que finalement il rendra. Et puis il y a l'histoire de la manipulation de l'inspecteur qui est là pour que tout s'arrange, qu'il n'y ait pas de traces, pas de vagues, quoi. Et à la fin, tout semble se passer, comme si rien ne s'était passé, quoi. Disons, l'inspecteur vient donner les enveloppes, quoi, puisque l'argent a été récupéré, c'est l'argent récupéré, c'est l'essentiel, le reste on s'en fiche, quoi. Les propriétaires s'en fichent, et donc il donne son enveloppe, disons, en fait, au voleur, Malouin, quoi, etc., pour dire, il veut aussi donner son enveloppe à la femme qui est la femme, disons, du premier voleur, quoi, qui a été tué par Malouin, et donc on la voit là, prenez madame, etc., et on la voit donc qui ne bouge pas, quoi, et le film se termine sur ce visage, à la fois sur ce visage qui refuse de répondre, et qui va finalement se dissoudre dans le blanc, quoi. On peut penser aussi à la fin du Cheval de Turin, quoi. À la fin, donc, on peut dire que tout est fichu, quoi. Il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus d'eau dans le puits, il n'y a plus de braise, tout s'éteint, on ne peut plus cuire les pommes de terre, et donc il reste donc le père et sa fille, à leur table comme d'habitude tous les jours, mais en même temps, on peut dire que tous les éléments en quelque sorte, disons, de leur vie, se sont évanouis. Le cheval, le cheval est mort, il n'y a plus ni eau ni feu, quoi. Et donc ils sont là, disons, à leur table, ne bougeant plus, mais en même temps gardant en quelque sorte cette espèce d'immobilité finale, immobilité de fond et du monde, comme la trace de tous les efforts qu'ils ont déployés pour résister finalement à cette fin, quoi. Je crois que c'est ça qui est qui est vraiment la force peut-être du cinéma de Béla Tarr, quoi. Malgré les apparences, on n'est pas dans le no future, on est dans une ouverture qui est maintenue au milieu même de la répétition, dans une force aussi de résistance qui finalement, on peut dire, tient jusqu'au bout, et qui, je crois, et cette espèce d'articulation très forte chez Béla Tarr entre une poétique et une politique. Merci de votre patience.